Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère qu'on m'entend parfaitement. Donc, On t'entend très bien. je m'appelle Bertrand Sicadi. Je vais me présenter comme un autodidacte, je préfère, parce que j'ai remarqué que quand je parlais d'étudiants en philosophie, certains commençaient, n'est-ce pas, à m'appeler philosophe. Je pense que c'est trop fort et c'est trop grand pour moi. Philosophe, c'est bien plus profond que cela. J'ai étudié, n'est-ce pas, la philosophie à l'université de Douala, au Cameroun. Et face aux difficultés, j'ai décidé de prendre la route, comme on dit, de me jeter dans le vide. Et mon trajet, n'est-ce pas, a commencé au Cameroun, face évidemment, hein, face à toutes ces difficultés que rencontre la jeunesse africaine. Ce n'est pas un cas qui concerne uniquement le Cameroun ou bien quelques pays. C'est comment dire ça, c'est un fléau un peu global, si on peut dire, parce qu'il y a des migrants à travers le monde par millions. Le cas du continent africain est surtout un pays qu'on appelle le Nigeria, juste à côté du Cameroun, est assez parlant. C'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. Je rappelle que même quand on dit que le Nigeria est à 200 millions d'habitants, le dernier recensement a été fait il y a pratiquement 20 ans. Donc, on est à bien plus, n'est-ce pas? Plus de 200 millions d'habitants. Donc, face à toutes ces difficultés, à un moment, je me dis, dans mon pays, principalement le Cameroun, je vais dire mon pays, le Cameroun, où il y a au pouvoir un dictateur au nom de Paul Biya qui a 40 ans, donc il est au pouvoir depuis 1982, je n'étais même pas encore né. Et il est dans la haute sphère, n'est-ce pas, du pouvoir depuis 1962. Il a confisqué, n'est-ce pas, le pouvoir. Il n'a rien réservé à la jeunesse. Et malheureusement, voilà comment, par dizaines de milliers, les jeunes quittent le pays tous les jours parce que c'est très dur. Il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. C'est une situation très difficile, très, très difficile. Encore, il y a quelques temps, j'étais avec des jeunes Camerounais qui sont arrivés en France en tant que, après ce long périple-là. J'étais avec eux, on discutait et c'est le même problème. C'est-à-dire que cette jeunesse-là s'en va pour une seule raison simple, c'est que d'un côté, les valets qui ont été installés au pouvoir, notamment par la France, pour le cas du précaré français, si ça existe encore, sont partis parce que tous ces valets qui sont au pouvoir ont tout confisqué pour eux et pour leur famille, abandonnant ainsi une grande majorité, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là. Et d'un autre côté, évidemment, on en parlera après, la mainmise, n'est-ce pas, de l'Occident en général, hein, pas que la France-Afrique, sur toutes nos richesses. Euh, Ils ont en quelque sorte, depuis beaucoup de décennies aujourd'hui, encouragé, exacerbé, n'est-ce pas, des tensions entre Africains. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Il y a des enfants par millions sur le continent qui meurent encore au désert, qui meurent dans la mer. Il y a encore quelques jours, il y avait 90 morts d'un côté, sans compter des bateaux qui étaient recherchés au large de Islas Canarias, des îles Canaries. Donc, c'est un fléau qui touche en majorité nos enfants. J'ai choisi de porter cette cause-là et depuis que je suis arrivé en France en 2014, je me suis décidé, j'ai dit à un moment, je ne peux pas rester comme ça à juste regarder. Il faut que je sensibilise, il faut que je parle, je porte cette cause-là. Et pour moi, le meilleur moyen de, de, de raconter, n'est-ce pas, mon expérience, c'était de mettre tout ce que j'ai vécu, on peut dire ça comme ça, dans un livre donc, qui est le fruit de trois années intenses de boulot. Il a fallu raconter cela, n'est-ce pas, pour sensibiliser, n'est-ce pas, contribuer à sensibiliser, mais tout en espérant que les uns et les autres prendront conscience. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler,
il y a des gens qui meurent au désert, il y a des gens qui meurent dans la mer, il y a des gens quelque part qui meurent à la barrière de Melilla ou bien du côté de Ceuta. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et puis, il y a encore quelques années, mes voisins, c'est-à-dire des camarades avec qui je suis né dans le même quartier, on a grandi ensemble, en voulant tenter aussi leur chance comme moi, sont restés au fond de la mer, ce qui est d'ailleurs triste. Ce qui est d'ailleurs triste. Donc, il faut continuer la sensibilisation. Donc, j'ai parlé en quelques mots, hein, n'est-ce pas, du livre. Donc, pour revenir à moi, voilà mon parcours. Ancien étudiant en philosophie de l'université de Douala. Je suis parti à cause de, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à cause de ce manque de perspective, pas d'avenir dans ce pays où pratiquement tout est confisqué. Je me suis dit autant risquer pour arriver en Europe et par la suite, je pourrais espérer, n'est-ce pas, avoir une vie meilleure et subvenir aux besoins de ma famille restée au pays. Je rappelle que je suis l'aîné d'une famille pratiquement de 7 enfants et il fallait bien sûr qu'à un moment que je me batte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été, on va dire, je ne dirais pas abandonné, mais envoyé, comme je l'ai dit dans le livre, j'ai été envoyé en guerre, mais sans des munitions, sans des armes, sans munitions. Je ne pouvais pas me battre pendant longtemps à Douala parce que à peine je faisais quelques jours à l'université, à peine il fallait que je retourne dans ma ville natale, en Djombe, essayer de faire des petits jobs, avoir un peu d'argent, retourner à la capitale Douala où la vie est très chère, essayer encore de m'en sortir, prendre quelques coups. Et ce va et vient, au bout d'un moment, je me suis lassé, je ne pouvais pas continuer. C'était tout simplement impossible pour moi. Et donc, j'ai choisi par la suite de me jeter dans le vide. Donc, je me présente ici comme un autodidacte, quelqu'un qui est amoureux du savoir, quelqu'un qui aime apprendre. Et on s'est vu à plusieurs reprises à Taméry, c'est Matawi, notre maison commune. Donc, j'ai toujours été passionné par cela, l'histoire du continent, le savoir, euh, les humanités classiques, tout ce qui est spiritualité, religion. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé. J'ai beaucoup travaillé. Je pense que j'ai encore beaucoup de chemin, mais je suis sur la bonne voie. Je me suis beaucoup battu jusqu'ici. C'est pour ça que j'aime plus me présenter comme un autodidacte parce que j'apprends, je lis, et puis ça vient un peu de partout. Donc, je ne me présenterai pas ici en tant que euh, quelqu'un qui a un cursus académique poussé ou quelqu'un qui a des diplômes universitaires. Non, je suis un autodidacte. Donc, je pense avoir dit ici l'essentiel, voilà, mais les autres, on va dire la suite, ça viendra au fur et à mesure. D'accord. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Euh, Moi, ce qui me... Bon, c'est vrai qu'on a envie de... Ce qui nous... on a envie de, évidemment de te poser beaucoup de questions parce que euh, tout le monde n'emprunte pas les mêmes voies. Hein, et la voie que tu empruntes, tu as emprunté toi, beaucoup en fait l'ignorent. On n'est pas très nombreux à la connaître vraiment et d'avoir quelqu'un qui peut en parler comme toi, parce que pour l'avoir vécu, c'est pour nous justement une opportunité très intéressante. Et moi, la première question que je te poserai, c'est quand tu... Donc j'ai bien compris, c'est la situation qui, en qualité d'aîné, tu viens, tu dois donc, en quelque sorte, on t'envoie pour sauver un peu tes petits frères, trouver une opportunité, préparer un peu, aider tes Il petits y frères. a, euh, il y a cette pression familiale, euh, pardon de te couper, Non, non, il y a cette pression familiale, mais il y a une prise de conscience qui est personnelle parce que c'est pas la famille qui te dit va te chercher ou va faire ci, mais par toi-même, tu commences à comprendre qu'en tant qu'étant l'aîné, il y a une pression derrière, les petits frères doivent manger, ils doivent aller à l'école et tout. Hum, Et si à un moment, tu n'es pas capable de t'en sortir par toi-même pour subvenir à leurs besoins ou bien donner un petit coup de main à papa et maman, ça devient très, très compliqué. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je suis assez grand, je suis parti de mon pays, j'avais 24 ans, voilà, 24 ans, je me suis dit, bon, c'était bon pour moi, donc il fallait que
il fallait que je trouve un moyen, voilà, de m'en sortir par moi-même. Et voilà, si je peux éventuellement venir en aide aux autres. Oui. D'accord. Et, euh, et donc, il y a donc partant de l'Afrique, tu arrives ici. Est-ce que finalement, j'imagine, toi, quand tu arrives ici, euh, est-ce que c'est une déception ou finalement tu retrouves peut-être ce que tu espérais? C'est toujours une question, c'est toujours une question assez délicate. C'est une question assez délicate, en ce sens que quand on a atteint l'objectif, on envoie le message indirectement aux autres que, en fait, aujourd'hui, Bertie s'en sort, c'est très beau à Paris, alors il faut venir, indirectement. Mais d'un autre côté, j'ai écrit un livre dans lequel, n'est-ce pas, j'essaie de raconter tout mon parcours et celui de mes camarades. J'essaie de sensibiliser au maximum sur les risques qu'il y a en route pendant tout pendant le périple. Mais c'est très difficile de se positionner. Mais en même temps, il faut être honnête pour dire que la vie que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas cette vie-là il y a juste quelques années, je veux dire, du moins avant mon départ du Cameroun. J'étais comme des millions d'enfants camerounais, de jeunes qui n'ont rien, qui complètement dans la débrouillardise et tout. Et je travaillais genre, dans une entreprise privée, une plantation agricole, où je gagnais à peine 28 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 45-50 € à peine. Je me débrouillais comme ça en travaillant de 7h à 17h, 18h, de lundi à samedi, pour avoir ce salaire-là. Et mon plus gros salaire au Cameroun, c'était 54 000 francs. Autant dire qu'avec ça, je ne m'en sortais pas. Je ne pouvais pas moi-même me prendre en charge. C'était très, très difficile. Et donc, je fais le choix de partir avec tout ce que voilà, j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis en France. Oui, je gagne très bien ma vie aujourd'hui. Bon, pas très bien, mais je m'en sors. Je n'ai pas, je suis à l'abri de certains besoins. Mes frères, par exemple, les autres camarades qui sont restés peut-être au Cameroun ne peuvent pas se le permettre, même s'il y en a. Hein, je ne dis pas que ceux qui sont là-bas ont tous échoué. Il y a ceux qui arrivent à bien s'en sortir au Cameroun, même si c'est très rare. Donc, c'est un peu délicat. Oui, je m'en sors très bien. J'ai atteint cet objectif-là, presque, on va dire. Je suis à l'abri. Je peux aujourd'hui venir en aide aux autres. Je scolarise mes petits frères. Je leur paye des formations qui coûtent assez cher. J'essaye de subvenir aux besoins, voilà, j'ai autour de moi. J'ai la chance de le faire aujourd'hui. Mais maintenant, ce serait aussi envoyer indirectement le message aux autres que c'est très beau Paris et voilà, vous pouvez aussi prendre la route, sauf que c'est très difficile. C'est très difficile et moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours refusé d'envoyer le trajet aux gens qui sont au Cameroun et qui me contactent tout le temps en me disant, oui, mais Bertie, s'il te plaît, envoie-moi le trajet, je vais prendre la route. Je leur disais toujours, je ne peux pas vous envoyer le trajet parce que s'il vous arrive quelque chose, je me sentirais coupable. Je ne veux pas le faire, je ne veux pas prendre ce genre de risque. D'ailleurs, il y a une partie dans le livre où je raconte très vite ce qu'on a vécu là-bas avec un frère camerounais qui avait eu la chance d'arriver en Espagne, à Melilla, et qui a été déporté. Il a été rapatrié au Cameroun à cause d'un désordre voilà, qui était arrivé là-bas. Alors, il est donc revenu tenter la chance pour la deuxième fois et il a été percuté par une voiture à côté de Melilla à Farcana. Et donc, on a essayé quand même de tenir informé sa famille, de donner le maximum d'informations en disant, bon voilà, on était ensemble, il était au cyber, nous pendant qu'on montait en forêt, lui il est resté se connecter et en remontant, il a été percuté par une voiture. Sa famille ne croyait pas. Sa famille n'a même jamais cru et pensait que nous étions complices de sa mort, nous accusait de tout. Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis comme ça qui me disent, oui, donne-moi le trajet, je veux bien. Mais si t'arrive quelque chose, je vais endosser, je dirais même presque l'entière responsabilité. Je vais m'en vouloir. Et d'un autre côté,
généralement, quand ils viennent, ils passent, ils réussissent, on ne va pas penser à Bertie qui a envoyé le trajet. Ah, bah, c'est parce que mon fils est un lion, c'est parce qu'il est courageux, c'est parce qu'il est très fort. Et c'est souvent, c'est risqué, de toute façon, je ne l'ai jamais fait. Je prends mes responsabilités, moi, en tant qu'individu, mais encourager les gens à prendre la route, je ne le ferai pas. Même s'il y a d'autres aujourd'hui qui m'accusent en me disant, aujourd'hui, ta vie, sa dose, tout va bien pour toi et tu veux empêcher les autres de prendre la même route. Donc, j'essaye de sensibiliser comme je peux, mais Ouais. j'ai vu être celui-là qui prend certaines responsabilités ou du moins qui encourage les gens à prendre ce chemin. Donc, en fait, tu fais part de ton expérience, donc tout ce que tu auras subi. Ce que j'ai vu également, il y a tu parles également des passages, tout ce qu'on entend, hein, le racisme au Maghreb, les difficultés là-bas, tu en parles. Et donc, l'idée ici, c'est faire part de ton expérience, mais ce n'est pas encourager forcément les gens à venir. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, aujourd'hui, toi, parce que je te connais, moi, quand je te connais, c'est le Bertie qui, le nouveau Bertie, hein, j'entends le nouveau, celui qui part, mais qui est arrivé ici et qui renaît, entre guillemets. Et donc, qui devient Bertie le Kémite. Maintenant, avec ton regard Kémite, Bertie, euh, c'est justement quel est ton rapport avec le fait de quitter. Alors, j'ai compris, j'ai compris hein, que pour toi, il y a une cause au départ. Ce sont les dictateurs qu'on a, les pseudo-chefs d'État qu'on a là. Euh, mais cependant, justement, toi qui as fait ce trajet-là, qui te retrouve ici, et comme tu l'as témoigné en toute honnêteté, tu reconnais qu'ici, effectivement, tu t'en sors plutôt bien. Mais en tant que Kamit, on sait ce que c'est qu'être Kamit, c'est plutôt penser que la solution est là-bas. Et j'essaie de voir comment tu vis cela, justement, de savoir que la solution est là-bas et pourtant tu es celui qui est parti parce que pensant que la solution était ailleurs. J'imagine que ça doit être effectivement très difficile pour toi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on le dit, hein, bon, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons démontré. Je pense que ceux-mêmes qui le disent tous les jours, qui le répètent au quotidien, ce sont les Occidentaux eux-mêmes. C'est le système dominant lui-même qui dit que la solution aujourd'hui, c'est l'Afrique et que l'Afrique est l'avenir et autres. Oui, c'est vrai que c'est en tant que Kémite, c'est un peu, on va même dire, un peu paradoxal, mais en même temps, il faut reconnaître que cette prise de conscience, elle est récente. En ce qui me concerne, moi, personnellement, elle est récente. Tu as vu mes débuts à ta mairie, mes premiers balbutiements, comment je me cherchais. J'assistais à des conférences, je voulais comprendre, j'achetais des bouquins. J'essayais de me former au maximum. Et aujourd'hui, il y a cette conscience panafricaine qui est là. J'ai pu comprendre beaucoup de choses en 5 6 ans. Et aujourd'hui, je me rends à l'évidence voilà, que la solution, évidemment, c'est en Afrique. Même si on dit que la solution est en Afrique, on a aussi souvent remarqué que oui, il y a des Africains sur place sur le continent qui s'en sortent, mais aussi ceux qui s'en sortent encore mieux que nous sont des gens qui partent d'ailleurs avec des gros capitaux et qui viennent rafler le peu qui nous reste sur le continent. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en sortent, mais derrière aussi, il faut avoir déjà un fond, il faut débuter quelque part. Et donc aujourd'hui, je pense plutôt que l'Europe pour moi, c'est une sorte de tremplin. Je vis ici, mes 2 enfants sont nés ici, je suis en train de bâtir quelque chose ici, mais en même temps, j'essaye d'avoir un pied en Afrique. J'ai même déjà commencé. Malheureusement, je ne peux pas aller au Cameroun aujourd'hui, vraiment mettre sur pied tout ce que je pense. J'essaye de faire à distance parce que, en tant que réfugié politique, ce serait risqué pour moi aujourd'hui avec tout ce que je fais comme activisme et autres. Aller au Cameroun, une chose est sûre, ça va s'arrêter à l'aéroport avec la dictature en place, mais je suis déjà en train j'y travaille et je sais que l'avenir, c'est là-bas et de toute façon,
le temps que je prends ici pour essayer peut-être d'amasser un peu, de faire quelques petites économies, ça va me permettre de faire un retour sur le continent et surtout essayer d'investir, de donner du travail aux gens, d'apporter à ma communauté, apporter à ma ville natale, à l'Afrique en général. Donc, j'y pense, mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est assez difficile, c'est assez paradoxal. Mais oui, à l'époque, hein, moi, je voulais partir, pour moi, c'était l'Europe, le paradis. Il fallait fuir l'Afrique qui est l'enfer pour aller en Europe qui est le paradis. Bon, une fois aujourd'hui en Europe, je ne dirais pas que l'Europe, c'est l'enfer, mais ce n'est pas non plus le paradis. Il faut se battre tous les jours pour essayer de s'en sortir. J'en connais même d'ailleurs qui sont arrivés ici et qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce drive-là qui leur permet de s'intégrer rapidement et avoir une vie normale comme moi aujourd'hui. Beaucoup sont restés dans les rues, beaucoup ont versé dans la drogue, la prostitution et tout ce qui va avec. Pourtant, ils sont en Europe censés être le Eldorado. Donc, d'un autre côté, oui, cette prise de conscience, elle est récente, mais j'en suis fier aujourd'hui parce qu'au moins, j'ai appris quelque chose. Oui. Cette Afrique-là, aujourd'hui, vue de l'Occident, je ne vois plus l'Afrique comme cet enfer, je ne vois plus l'Europe non plus comme ce paradis, mais je me dis, s'il y a un paradis sur Terre, évidemment, c'est en Afrique. Oui. Là, je pense que ton ouvrage est intéressant parce qu'on en a tous des parents qui sont là-bas et qui rêvent de venir en Occident. Et je pense qu'en lisant ton ouvrage, on peut avoir autant des arguments, des éclaircissements, peut-être pour convaincre de rester ou pas convaincre de venir, mais dire que comprendre plutôt, comprendre que des fois, il faut accepter que l'on puisse faire le parcours. Parce que des fois, comme tu l'as témoigné en toute honnêteté, le fait d'être ici, tu t'en sors quand même mieux. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Parfaitement, okay. Otep, on t'entend très bien. Otep, oui, Otep à tous. Je crois que ma question a déjà été posée, mais je vais essayer de la formuler autrement. Tu nous as dit, tu nous as éclairé sur ta très belle histoire. Je ne sais pas, malheureusement, qu'il y a aussi l'histoire de beaucoup d'entre nous, de nos frères et de nos sœurs. Tout à fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous conseillerais en supposant que tu as quelqu'un devant la pirogue qui t'appelle en Skype. Mon frère, oui, comme tu disais, tu n'as pas voulu m'envoyer le code, mais moi, je suis un bonhomme, je suis un lion. J'ai déjà prévu le sac à dos. Il y a un go qui m'attend là-bas. Je l'ai déjà appelé que j'arrive. Vraiment, quels sont les arguments que tu lui donnes? Plus qu'il sait déjà, il entend déjà, il voit qu'il y a des choses qui se font en Afrique, il y a certaines choses qui changent en Afrique, il y a plein de projets comme le tien qui sont déjà montés, mais lui dit à tout prix, il veut monter dans la pirogue en sachant ce qui va vivre au Maghreb, ce qui va vivre aussi sur le sol français. Et les histoires même déjà par rapport à certains faits, certaines défenestrations, enfin, bon, etc. Qu'est-ce que tu lui dis? Tout à fait. Moi-même étant passé par là, je suis le premier à avouer ici que il est très, mais alors très, très difficile de décourager un migrant qui est déjà sur le chemin. Très difficile. Donc, il y en a ils sont nombreux, qui sont déjà, imaginez quelqu'un qui a fait l'effort, il est arrivé déjà peut-être, il est arrivé au Maroc, il voit, parce qu'à partir du Maroc, quand par exemple tu es dans la ville de Tanger, en face, tu vois la ville de Tarifa. D'accord. Quand tu es du côté de Melilla, de Nador, tu vois en face de Melilla, la petite Espagne. Si tu es du côté de Castel de Finidère, en face, tu as la ville espagnole de Ceuta. Donc, tu vois, ça te fait rêver, ça te fait miroiter pas mal de choses. Arriver déjà à ce niveau-là et se dire, ah, je vais retourner,
c'est souvent très, très compliqué parce que derrière, il y a la famille qui attend. Derrière, il y a des moqueries. Euh, je pense aussi que oui, c'est très, très difficile, mais il est aussi possible, mais ici, il faut qu'il y ait une réelle volonté des politiques africains. Il faut qu'ils s'investissent là-dedans à fond. C'est-à-dire qu'essayer de donner le maximum de moyens à ceux-là, ou du moins le minimum quand même, qui veulent retourner. Il y a donc quelques associations. Il y a, euh, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants. Ils essayent quand même, tant bien que mal, de faire retourner ceux qui veulent rentrer volontairement. Mais derrière, ça ne suit pas. Le plus triste parfois, c'est que parfois, le petit fonds qu'ils donnent, qui est souvent de 500 euros, parfois de 600, 700 euros, qui permettent aux gens de retourner, encore que les attentes sont très longues. Quand ils arrivent souvent en Afrique, une fois descendu à l'aéroport, cet argent disparaît. Encore une fois, qui est derrière cela? Ce sont les mêmes dirigeants qui ont déjà dans leur compte beaucoup de milliards, qui se permettent de prendre encore le peu qui aurait pu permettre à ce jeune-là de se débrouiller en faisant un petit commerce pour subvenir aux besoins de sa famille. Et voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas cet investissement-là. Nos dirigeants, la plupart du temps, se disent, bon, on n'a pas assez d'argent, bon, on ne fait rien. On a vu encore récemment pour le cas de la guerre en Ukraine, c'est encore en cours, mais du moins, quand ça commençait, il y a 2 mois aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? On a vu le Maroc se précipiter, qui a fait rapatrier pratiquement 10 000 étudiants marocains. Il y a le Nigeria qui s'est un peu battu, même s'ils étaient très, très nombreux. Il y a beaucoup d'étudiants nigérians. Les Congolais ont carrément été abandonnés, les étudiants ont été abandonnés. Le cas du Cameroun, n'en parlons même pas. Ils ne se sont même pas prononcés dessus. Ils se sont dit, bon, débrouillez-vous. Donc, encore une fois, on a beau accuser l'Occident, c'est vrai, mais il y a derrière même nos propres dirigeants qui ne font pas l'effort qu'il faut pour essayer ceux-là qui essayent de s'en sortir, ou du moins ceux-là qui ont décidé de retourner. Ça, c'est un problème important en dehors de cette difficulté à convaincre un migrant de retourner au Cameroun. D'un autre côté aussi, il y a ce problème de drive dont je parlais tout à l'heure. Là, je suis avec l'association de chez moi, on appelle la RABAF, l'association des ressortissants de l'arrondissement de Bamedjou en France. Il y a aussi là ceux qui sont des villages voisins, qui sont des Bansois. Donc, j'essaie toujours de porter cette cause-là. J'irai tout à l'heure leur parler. Pourquoi? Parce qu'il est important. Ça dit que les autres encore, c'est-à-dire que pour d'autres cas, ça peut se comprendre, mais faire tout ce parcours, il y a quelque chose qui m'attriste personnellement. J'essaye de travailler avec des associations d'aide aux migrants, j'essaye d'aider au maximum. Quand j'en rencontre peut-être un ou deux, on essaie toujours de discuter parce que parfois les gens se disent aussi que le tout, c'est une question d'argent, c'est de donner peut-être 1 euro, 2 euros à quelqu'un, un migrant qui se retrouve ici dans la rue. Parfois, c'est pas ça. Parfois, ils ont besoin de la chaleur humaine. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont des humains, qu'ils existent. Ils ont besoin des gens qui leur parlent en les regardant comme des frères, qui leur parlent et qui a quand même cette considération derrière. Je vais parler, comme j'essaie toujours de parler à la communauté. On a beau accuser les autres, mais la plupart des gens qui se retrouvent dans les rues sont aussi nos enfants. C'est-à-dire qu'après avoir fait tout ce long périple, tu te rends compte que tu es en Europe, mais encore en Europe, mais pas intégré, mais plutôt dans les rues. Je pense que ça peut même plutôt pousser certaines personnes à se suicider, comme le cas qu'on a connu dans la ville de Bilbao, à San Francisco. Quelques jours avant d'arriver dans la ville, il y a un jeune qui, malgré tout ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi et tout, a pu arriver en Espagne et qui, quelques jours après, s'est suicidé. Wow. Justement parce qu'il n'y a pas ce système-là qui permet de facilement s'intégrer. Et même quand on essaie d'intégrer, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui prennent cela en charge. Si nos dirigeants, par exemple, n'ont pas assez de moyens pour mettre en place ce système-là qui permet de s'intégrer une fois arrivé, mais en tant que communauté, on peut s'organiser pour soutenir les nôtres qui sont dans les rues.
c'est assez triste de voir à place de à porte de la chapelle des gens qui arrivent, qui sont complètement désorganisés, désorientés, qui n'ont pas où aller, alors qu'il y a une forte communauté africaine en France. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui compte. Il faut qu'on aille vers ces gens-là. C'est ce que j'essaye de faire du moins, de leur parler et de parler de cette urgence-là, d'intégrer les nôtres. Parce que quand on les intègre, c'est une personne qu'on a gagnée, qu'on a intégrée, qui aura un toit, qui aura une femme, qui va avoir ses enfants, qui va bâtir quelque chose, qui va peut-être bosser, qui va subvenir aux besoins de la famille en Afrique. Mais quand ces gens arrivent, ils se sentent encore abandonnés alors qu'il y a une très forte communauté. J'ai envie de dire que c'est souvent facile d'accuser les Blancs d'être à l'origine de notre malheur, mais si nous-mêmes, on ne commence pas à faire le minimum, ça commence par même prendre ses enfants un week-end et aller dire à ses enfants, aujourd'hui, on va à la rencontre des migrants qui sont tes frères. On a des enfants qui sont français, ils ont le passeport Bordeaux, ils sont nés ici, ils n'ont pas connu certaines choses. Il y a des initiatives comme ça, nos parents doivent comprendre cela, de prendre parfois nos enfants et les amener. Aujourd'hui, on va à la rencontre de la communauté, on va rencontrer des gens qui sont comme nous et permettre aux gens de parler, d'échanger, de discuter sur un certain nombre de choses. Parce qu'il y en a parfois qui ont juste besoin de la chaleur humaine, parfois juste besoin qu'on les regarde comme des humains. Merci pour ta question, mon frère. Très belle question. Oui. Je ne sais pas si je peux encore… justement, tu as donné une piste parce que tu as dit d'aller vers les uns, d'amener les jeunes africains, même si avec un passeport français, vers leurs frères africains. J'ai pensé à la symbolique justement de l'arbre qui est représenté par le logo d'Ibilisa. J'ai pensé au baobab. Justement, effectivement, il y a des associations en plus de ce travail que fait Cyber. Effectivement, là, tu nous proposes une solution en disant qu'on peut le faire nous-mêmes. Après, on sait qu'il y a des systèmes traditionnels, mais qui sont un peu brisés par une mauvaise image qui a été mise sur eux. Mais par exemple, les tontines ou faire un relais avec les différentes, peut-être, est-ce que ne serait-il pas bien justement de faire déjà regrouper dans un écrit, enfin regrouper dans un espèce de annuaire, moi que je dirais par exemple un Ethercom, où il y aurait la liste de tous les commerçants, tous les docteurs, tous les personnels, les avocats, etc., qui pourraient faire comme une espèce de baobab, bon, je sais pas, j'ai baobab, pour dès que le migrant arrive, on est sur, je sais pas comment dire ça, sur les plages, mais on est aussi dans les aérogares pour lui dire, écoute, là, il y a tel avocat, là, il y a, si tu veux tel livre, il y a Essibla, si tu veux imprimer quelque chose, il y a Copinet. Si tu veux faire ça, il y a l'avocat tel, il y a docteur Koulibaly, etc. Peut-être que, est-ce que ce ne serait pas bien de commencer ce projet-là en mettant déjà, en recensant avec un Ethercom toutes les adresses de nos frères et sœurs. Comme ça leur donnerait non seulement le relais pour ceux qui vont venir et ceux qui vont partir, mais qui vont repartir. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire cela? Créer quelque chose qui nous rassemble déjà? Ce serait prétentieux de dire que ceux qui vont le créer ces derniers temps seront les premiers à le faire. Il y a déjà des petites associations et quelques personnes d'ailleurs très généreuses qui n'agissent pas en tant qu'association, mais en tant que personnes individuelles comme ça qui agissent. Il y a peut-être des gens qui essayent, il y en a qui essayent, mais je pense que il faut fédérer tout ça. Tu parlais d'annuaire, je pense que c'est très important. Ça devrait être comme, je vais dire même comme notre, entre guillemets, je voulais parler par exemple, notre Bible à nous, entre guillemets. Bon, on va utiliser l'expression comme ça pour passer. Voilà, ça dit qu'on devrait distribuer, passer l'information, faire en sorte que les gens soient informés que quand vous êtes dans telle situation, vous êtes dans, voilà, il y a telle association qui est plutôt
spécialisé sur telle ou telle chose, à tel niveau, on pourra peut-être vous soutenir, mais surtout, plus globalement, je remarque que cette scission, il y a cette coupure, parfois ce mépris. Moi, quand je parle, je parle parfois même d'autorité parce que c'est ce que j'ai vécu, j'ai cette expérience-là, si on peut dire ça comme ça. Ça dit que je peux encore comprendre que les autres aient peur de nos frères migrants qui arrivent, mais que nous soyons nous-mêmes les premiers à mépriser, à utiliser même, à créer même des expressions, même dans nos propres langues ou dans notre jargon et tout ça pour mépriser ceux des nôtres qui arrivent en Europe. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Moi, j'en parle dans le livre. Vous aurez en Italie, par exemple, des Camerounais, je vais dire des Africains qui sont arrivés, par exemple, par Air France et par autres, par vol normal, qui, pour se différencier de ceux qui ont pris la mer, appellent ceux-là des crocodiles, des requins. D'accord. Mais si ce travail, au fond, n'est pas déjà fait par nous-mêmes, vous allez voir dans la communauté camerounaise, c'est assez fréquent. C'est fréquent de traiter l'autre de bosailleur. Il a bosa. Avec un tel mépris. Souvent, ça me fait même rigoler parce que, mais en même temps, c'est triste parce que j'ai des gens qui sont très proches de moi qui, pour se moquer des autres, disent ces gens qui sont arrivés ici à nager, j'ai l'impression qu'ils ont un truc en moins dans la tête. Je pense que le traumatisme que vous avez vécu en route, vous aurez dû rester là-bas. Il y en a qui disent vous aurez dû être mangé même par des requins parce que vous ne servez pas à grand-chose en Europe. En fait, ils disent ça pour les autres. Mais quand ils sont face à moi, ils veulent me faire comprendre que non, tu es un migrant, mais bon, Bertie, voilà quoi, tu es différent, tu es intelligent, tu es intégré, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas un racaille. Mais des fois, j'ai des amis qui font ça. Je dis, mais attends, est-ce que tu te rends compte de la gravité du truc, en fait? Est-ce qu'ils se rendent compte? Donc, commençant par nous-mêmes, s'il n'y a pas cette prise de conscience, si on ne peut pas regarder son frère en le regardant comme son frère, en le regardant avec cet œil-là d'Africain, en se disant, je suis en train de regarder un humain d'abord comme moi, un frère en plus, je pense que ça va être difficile. Il y a quand même, néanmoins, il y a quelques associations qui essayent. Je salue le frère camerounais Abdelaziz Moundé de la Maison des Camerounais de France, qui a fait un boulot formidable récemment avec le frère Géraud Potago de l'Allemagne, des Camerounais qui étaient abandonnés en Ukraine. Il y en a qui ont pu arriver en France, en Allemagne et dans certains pays d'Europe grâce à cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place au début de la guerre. Donc, je pense que ce genre d'initiative, ça doit être soutenu par la communauté, ça doit être soutenu par nos dirigeants, ça doit être soutenu par ceux-là qui veulent bien donner un coup de main. Et on a souvent remarqué que malheureusement, il y a des gens, parfois que nous critiquons parce que blancs, mais qui soutiennent ce genre d'initiative et qui sont parfois même au four et au moulin, pendant que la communauté, elle est là, attentiste et tout, et qui regarde les autres faire. Je pense que pour avoir aussi cette dignité et être considéré, il faut que ceux des nôtres qui ne s'en sortent pas commencent déjà par être soutenus par nous-mêmes. Ça doit être d'abord notre initiative. Maintenant, ce qui vient d'ailleurs peut être un plus. J'en parle dans le livre. Il est important. C'est une question assez importante. Oui. Mais comment dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'information? Et comme tu le disais, il y a non seulement le regard négatif qu'on a sur les frères et les sœurs qui viennent de cette manière-là, qui prennent les bateaux, mais il y a aussi le regard qu'on a de nous-mêmes. Est-ce qu'on n'attend pas toujours, excuse-moi, Mahomet ou, excusez-moi de moi, un messie ou un sauveur extérieur, que quand on va regarder la main, et si c'est la main de foi de notre frère ou de notre sœur, on va se dire, ah, tiens, il se vante aussi parce qu'il arrive en France, il croit que c'est la fin du monde. Mais quand il y aura quelqu'un d'extérieur, on va dire, ah oui, c'est bon, et on va le montrer. Mais quand
quand c'est le frère ou la sœur, est-ce qu'on n'aura pas tendance, nous aussi, à le dénigrer aussi de ce côté-là? Il y a le dénigrement du côté, le migrant qui vient, qui va tout me piquer, et même peut-être qu'il va prendre qui va prendre, si c'est pour nous les hommes, on va dire, la femme va dire, oh, elle va peut-être prendre mon copain pour avoir ceci, cela. En fait, des idées négatives comme ça. Est-ce que c'est pas, on donne tout à l'autre, l'image positive, et nous, quand on fait, c'est mauvais. Ah, en plus, c'est un Camerounais. Ah, en plus, c'est un Gabonais. Toi, tu fais confiance, hein? Ah, tu vas aller avec lui. Non, il ne va pas t'aider, mon frère. Il faut faire attention à ces gens-là. Enfin, toute la ritournelle qu'on pouvait entendre. Je comprends parfaitement, mais je ne pense pas que ça vienne forcément, du migrant, puisque le migrant, quelque part dans cette, comment dire ça, le migrant, il n'est pas en position de force. Il ne peut décider de rien. Il est dans une position il est dans celui-là qui tend la main. Il est celui-là qui a besoin qu'on le tire vers le haut. Il a besoin de ce coup de pouce, il a besoin de l'aide. Donc, je ne pense pas que ce soit... évidemment qu'il y a des cas. Il y a des gens qui arrivent, oui, j'en ai connu, qui arrivent avec vraiment, comme on dit chez nous, le sang à l'œil, qui sont prêts à tout. Oui, ce problème-là doit être aussi réglé. Tu parlais tout à l'heure du problème d'information. C'est pour ça qu'il faut au maximum, c'est-à-dire qu'on a une chance inouïe aujourd'hui en 2022. Au XXIe siècle, on a une chance inouïe. Les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je milite tous les jours pour qu'on utilise les réseaux sociaux à bon escient, qu'on utilise les réseaux sociaux pour des bonnes causes, qu'on n'utilise pas seulement les réseaux sociaux pour, je ne sais pas, pour alimenter un clash entre, je ne sais pas, mon frère Egunchi Beanza et peut-être Seba. Ça ne nous sert à rien. Qu'on utilise plutôt ces réseaux sociaux pour ne pas, je ne sais pas, alimenter un clash entre Tidiane Ndiaye, par exemple, et le professeur Kovir Egmiré. Je pense qu'il faut qu'on utilise les réseaux sociaux pour faire des choses profitables à notre communauté. C'est pour ça que tous les jours, je le martèle, j'insiste là-dessus. Savoir utiliser les réseaux sociaux pour les choses qui sont très importantes. Montrer, par exemple, notre vie, montrer la vie des Africains vivant en France, vivant en Allemagne, vivant aux gens du village. Et puis, quand faire rêver les gens, le bling-bling. Leur montrer la vie réelle, pas le côté rose et le côté pas rose, ou je ne sais pas, nos vies à nous. Oui, c'est très important. Raison pour laquelle il faut utiliser, les réseaux sociaux dans le bon sens pour faire des choses vraiment qui peuvent être profitables à la communauté. Ça continue, il faut toujours sensibiliser, il faut partager ce genre de contenu, il faut soutenir ceux qui prennent ce genre d'initiative parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que d'un autre côté, les chiffres ne font qu'exploser. Il y a tellement de migrants qui arrivent, si tu te rendais compte du nombre de migrants qui arrivent par an. Du nombre par an. C'est énorme. Quand vous regardez un pays comme le plus gros pourvoyeur de migrants en Afrique, qui est le Nigeria, mais les chiffres sont effrayants. C'est effrayant le nombre de Maliens, le nombre de Camerounais. Les gens parfois ne se rendent pas compte. Il y avait des moments où on était comme ça en forêt, il y a 2000 Camerounais. Tout d'un coup, les gens sortent de Rabat, de Fès, de Tanger, ils sortent de partout, ils se déversent tous à Nador. On est pratiquement 1800 à 2000 en forêt, on n'arrive même pas à se compter nous-mêmes. Des fois, on essayait de compter, mais c'était compliqué parce que... Mais imaginez, là, c'est seulement des Camerounais. D'un autre côté, vous avez la plus grosse communauté, les Nigérians. Vous avez des Maliens, vous avez des Sénégalais, des Guinéens, des Gambiens, des Ghanéens. C'est un désastre. C'est un désastre. Et il faut que cette cause-là soit aussi portée par les migrants eux-mêmes. Que ce ne soit pas quelques Occidentaux qui prennent un avion depuis Paris à réaliser des documentaires sur la vie des migrants. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, être soutenu pour parler encore plus et donner un peu plus de force à cela, en réalisant des films documentaires. Derrière ça, il faut acheter des appareils, il faut faire ci, il faut voyager, il faut se déplacer, il faut faire mille et une choses pour réaliser tout cela.
J'aurais bien voulu m'inscrire dans dans cette perspective-là. J'aurais bien voulu apporter encore plus qu'un livre. Parce que le livre, m'arrêter là, pour moi, c'est pas ce que moi, je veux faire. Je veux aller un peu plus loin, j'ai envie d'apporter un peu plus. Mais il faut qu'il y ait derrière quand même ce soutien, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Ça passe par les sensibilisations. Il faut continuer et continuer encore. Mais déjà, c'est un premier pas. Oui, et puis tout à fait. peut-être une conférence dans les écoles. Enfin, je vais Oui, m'arrêter. oui. Mais en tout cas, oui, moi, je pense que ce livre, déjà, je trouve que c'est… Merci, hein, Bertie, pour ce témoignage-là, parce que on ignore le parcours que tu as vécu. Je veux bien, on le découvre à travers les médias et autres, mais avoir un témoignage authentique par un frère comme toi, et donc lire ça, ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, non seulement de connaître la réalité de ce qu'est ce parcours-là, ça nous donne aussi donc des armes pour dissuader, mais aussi savoir par moment laisser quand même faire les choses parce que des fois c'est une nécessité également. Merci. Hein. Ce livre de Bertie, il est disponible à la librairie Essibla, sur la page d'accueil. Il est en première, il est présenté en première. Je vous invite donc à l'acquérir. C'est bien écrit. J'ai commencé à le lire et voilà, Merci. il faut le lire. Il faut le lire. En tout cas, c'est un témoignage important. Il est majeur. Il est majeur. Et j'espère que ceux qui le liront ou ceux qui t'entendront, parce que on verra ce que je laisserai un petit extrait de cet entretien avec toi. En tout cas, si on peut, pourquoi pas également, oui, on doit t'aider parce que tu connais, puisque pour avoir vécu, et c'est des personnes comme toi qui peuvent faire ce dont tu parlais, un reportage. Parce que les autres, c'est ce qu'ils font. Ils font des reportages sur ce type d'aventure, enfin, si je peux appeler ça aventure. Et nous, voilà, nous regardons ce que les autres disent de nous. Ce serait bien qu'on donne aussi les moyens aux nôtres qui ont la vision, qui connaissent cela, et qu'on leur donne les moyens justement de faire eux-mêmes des reportages. Donc, j'espère que ce livre… C'est très important parce que j'ai remarqué, bon, moi, je vais pas juger les autres, mais il y a encore beaucoup dans notre communauté pour qui ce passage-là est un peu le passage de la honte. C'est-à-dire que j'en connais aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont passés par là, mais qui ne se présentent jamais quelque part, c'est-à-dire qui ont fait le choix de se passer pour ceux-là qui sont arrivés légalement, qui parfois même méprisent d'autres qui sont peut-être dans des situations un peu plus compliquées, et même quelque chose encore, mais ici pour des raisons évidemment tribales, qui sont arrivés une fois en Europe et qui soutiennent aujourd'hui ces mêmes dictatures qui les ont poussés à l'exil, à prendre des risques. Je l'ai remarqué dans la communauté camerounaise, c'est-à-dire que des gens qui ont quitté le Cameroun parce que ça n'allait pas, qui sont arrivés en Europe, et une fois sur le continent, ils trouvent que Paul Biya, c'est le meilleur président, parce que Paul Biya est de son village, par exemple. Mais si Paul Biya te considérait comme son frère, il ne t'aurait pas laissé prendre tous ces risques. Paul Biya t'aurait acheté un billet d'avion, ou alors Paul Biya t'aurait donné, je ne sais pas, un fonds quelque part pour que tu investisses sur place, que tu crées une entreprise sur place au Cameroun. Mais comment quitter son pays, fuir cette misère, arriver une fois arrivé en Europe, dire que non, il ne faut pas l'alternance à la tête du Cameroun et qu'il doit être maintenu simplement parce qu'il est de la même aire géographique que toi. Il y a ces problèmes-là de fond. Et parfois, oui, bien sûr, il y a cette main mise de l'Occident à travers les multinationales qui siphonnent notre sous-sol, qui imposent ces dictateurs. On a vu le président Macron féliciter Paul Biya, alors que Paul Biya était dans ce gouvernement camerounais. Macron n'était même pas né, mais il a félicité Paul Biya pour sa réélection.
il y a ce problème-là, il y a ce problème-là chez nous et ça doit être réglé. Et je pense que pour que ce soit réglé, il faut qu'on s'intéresse davantage à la cause, il faut qu'on s'implique, il faut aussi que ceux qui sont passés par là n'aient pas honte d'en parler. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as rien volé à personne, tu as juste tenté de t'en sortir et c'est le moyen que tu as trouvé pour t'en sortir. Il n'y a pas de raison d'être frustré ou d'avoir honte de quoi que ce soit. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir, parce que tu n'étais pas obligé de faire ce témoignage-là. Merci de l'avoir fait. Ça nous permet aussi on n'a pas tous le même parcours, ça nous permet de connaître, de découvrir. Et voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir fait l'effort. J'insiste sur ce mot, d'avoir fourni l'effort d'écrire cet ouvrage-là. Et j'espère que les gens qui écouteront cette émission fourniront eux également l'effort de l'acheter. Si ça peut te permettre de combattre, de te battre pour les tiens aussi, pour les nôtres qui vont être forcés peut-être de faire ce même parcours-là. Ben voilà, j'espère en tout cas ça servira. Ouais, j'essaie comme je peux. Évidemment que j'attends ces encouragements. Il y en a déjà qui essayent de faire, voilà, qui font déjà quand même pas mal d'efforts à ce niveau. Par exemple, ne serait-ce qu'en parlant aujourd'hui à travers la librairie Cibla, c'est toujours un plus. Ça permet de donner un peu plus de force et tout. Donc, moi, par exemple, quand je passe les commandes d'ici, je les imprime, par exemple, ici en France. J'essaye d'envoyer aussi en Afrique. Il y en a parfois qui n'ont pas d'argent. Je dis, l'essentiel, ce n'est pas une question forcément d'argent, mais lisez, sensibilisez autour de vous. Apprenez à voir les choses autrement. Même pour ceux qui sont arrivés ici, peut-être qui ne savent pas ce que c'est. Il y a beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des mails. Par exemple, j'ai fait exprès vers la fin du livre de mettre mon adresse email personnelle en disant aux gens, si vous voulez, par exemple, me dire un mot, un bonjour, des encouragements, faites-le. Je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent, mais waouh, je ne suis pas passé par là, je ne sais pas ce que c'est. Je suis arrivé en France normalement pour mes études. J'ai fini mon cycle d'ingénieur, j'ai ma vie, j'ai mon travail. J'entends comme ça, à la télé, je vois passer deux trucs, on parle des migrants. Mais ton livre m'a permis d'aller au fond. J'ai voyagé avec toi, l'auteur. Parfois, je lisais, je me retrouvais au Nigeria. Je lisais, j'étais au Niger. J'étais pendant tout ce parcours avec toi. Je voyageais avec l'auteur. Et c'est ce qui est gratifiant de savoir que ce que tu as fait, les gens ont aimé, les gens ont apprécié. Ça, c'est aussi très important. Tu en sais mieux toi-même entendu. Voilà, auteur et intellectuel. Voilà. Voilà. Merci. On fera tout. On va contribuer à ce que cet ouvrage soit connu. On va faire notre part, en tout cas. Le livre est important, mais alors très, très important. Et il faut davantage pousser la communauté. Moi, avant, je ne lisais pas beaucoup, je n'étais pas un grand lecteur. Il y a juste 7 ans comme ça, derrière, comme ça, je suis vraiment engagé. Mais je vois aujourd'hui ce que ça m'apporte. Qu'est-ce que ça m'a libéré? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et je suis content de savoir qu'il y a des gens qui me disaient, ah, avant, moi, je n'aimais pas lire. Mais à partir du livre de Berthier Le Camus, j'ai pris goût. Et aujourd'hui, je suis en train de lire déjà 1, 2, 3. Je n'aurais même pas imaginé que, je n'aurais même pas pensé être capable de terminer un livre comme celui-ci de 244 pages. Mais quand j'ai commencé à lire, tout de suite, je me suis plongé dans le truc, j'ai été emporté par le récit et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et un deuxième, un troisième, et c'est comme ça qu'on prend goût. Ça passe par là. Les autres lisent beaucoup. Je ne dirais pas que nous ne lisons pas assez, mais il faut également davantage ce genre d'initiative et que nous produisions aussi, parce qu'il est important de produire nos propres contenus, nos propres livres avec notre vision du monde panafricain, et ça permettra par la suite, n'est-ce pas, de pousser les gens, parce que les gens aiment bien aussi lire ce qui leur parle. Donc, si on a des livres qui nous parlent, voilà, je pense que les gens vont davantage s'intéresser à cela, même si mon livre s'adresse à tout le monde, c'est un livre passe-partout, mais encore une fois, quand ma cible ici, c'est aussi le continent africain, de sensibiliser là-bas. Le moment venu, je vais faire effectuer des voyages un peu en Afrique de l'Ouest. J'y pense, voilà, essayer. Il y a des associations d'ailleurs, même marocaines,
algériennes qui m'ont contacté. J'ai essayé d'accorder d'autres interviews. Il y a des contacts, il y a pas mal de contacts. J'essaie toujours quand je peux de porter cette cause-là. Oui, en sachant même que là-bas, au Maroc, il y a une communauté aussi. Il y a la communauté, nous, les subsahariens, et il y a la communauté aussi, j'allais dire des morts, des Nubiens qui sont aussi déjà là-bas, quoi, qui sont déjà là-bas et qui ont aussi besoin de ce contact. Oui, j'en parle dans un très beau chapitre ici de mon livre L'inexistante solidarité, voilà, entre les Noirs maghrébins, parce que souvent on oublie, dans tous ces pays-là, il y a tout ça détaillé dans le bouquin. En Afrique, notamment au Maghreb, il y a beaucoup de Noirs, parfois plus noirs, plus foncés que nous autres, et qui sont marocains, qui sont algériens, qui sont tunisiens. En Tunisie, par exemple, ils sont dans le sud, à partir de Gabès, en descendant. Au Maroc, vous aurez dans le sud, avec Gardaya, Timimoun, en descendant, vous aurez des Sahraouis. Vous aurez au Maroc, pareil, les peuples Gnawa, qui sont vers Essaouira, jusqu'à dans le plein sud, le Sahara. Vous aurez la même chose avec en Libye, voilà. Vous aurez tous ces peuples-là qui se trouvent à cheval entre le nord du Tchad et le sud de la Libye. Il y a cette communauté, très forte communauté noire qui est maghrébine et qui n'est pas forcément issue de l'esclavage arabo-musulman, comme on aime souvent nous le présenter, qui sont là depuis des siècles et qui sont, mais parfois qui sont juste noirs de peau. Hein. Je rappelle important de préciser que beaucoup se prennent pour des Arabes, beaucoup ne voient pas trop ce lien entre eux et l'Afrique, d'ailleurs, qui sont eux-mêmes les premiers à nous appeler, vous les Africains. Donc, je détaille tout ça dans un chapitre très important de mon livre. Ok, Bertie. Écoute, je te laisse conclure le mot de la fin et merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Je vais féliciter Essibla pour cette belle initiative. Je vais féliciter encore une fois de plus et encourager les autres qui veulent, n'est-ce pas, mettre sur pied, n'est-ce pas, ce genre d'initiative. Il faut que ça se multiplie. Il faut que ça tourne autour du livre parce que c'est ce livre-là qui structure certaines choses, qui pousse, n'est-ce pas, à l'excellence. Ça passe par le livre aussi. Et on ne peut pas avoir juste une communauté des gens qui s'intéressent à la vidéo ou du moins, quand tu allumes, tu rentres dans ta page Facebook, à peine 2 pages, tu as toujours une sœur quelque part qui s'ennuie chez elle et qui danse du ndombolo, qui se filme, qui est en train de balancer des fesses remets sur les réseaux sociaux. Il faut que cela, à un moment, qu'on comprenne que, moi j'insiste sur la femme parce qu'elle est au cœur de notre société, c'est celle-là qui passe le plus de temps avec les enfants. Donc, s'il faut transmettre, évidemment, ça passe aussi par la femme. Il faut que nos sœurs se mettent au travail. Il faut que beaucoup se mettent à la lecture parce que, par exemple, moi, j'aurais souhaité que ces bouquins-là soient diffusés partout. On a un brillant livre de notre sœur Djalissa Sekmet sur l'histoire de l'Afrique et sa diaspora, que au lieu de, je ne sais pas, être chez soi à regarder un Congo-ça, 4 heures de direct qui racontent tout et n'importe quoi, dans les dépravations, qu'on prenne le temps peut-être de lire 2-3 pages et qu'on enseigne cela à nos enfants, qu'on transmette le message. Ça passe encore par une fois le livre. Et Sibla a fait ce choix qui est un choix magnifique et tout qui tourne autour du livre. Pour moi, c'est très important. Donc, mes encouragements. Merci à ceux qui sont venus. Merci aux participants. Merci à toi, Léné Foulélé. Et voilà, très bon week-end à tous et à toutes. Bertie, je pense que ce n'est pas la première fois. On aura peut-être l'occasion de t'inviter aussi sur une autre thématique ou pourquoi pas même celle-là. On peut refaire encore parce que de toutes les façons, quand on invite quelqu'un au speedbooking pour la première fois et après on fait une autre émission encore où par contre on invite ceux qui ont lu le livre pour justement venir discuter avec l'auteur de ce qu'ils auront pensé de l'ouvrage. D'accord, merci.